Signal? Ah, donc je peux y aller. Ok. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Au clair de la lune, le podcast littéraire du collectif Moonlight Flowers. Nous sommes une association étudiante de l'université Toulouse de Jean Jaurès et même si nous ne pouvons pas en ce moment organiser d'ateliers d'écriture, nous continuons à tourner ces podcasts. Nous avons un site internet, collectif-du6 moonlight-du6 flowers.fr, où vous trouverez nos productions, ainsi qu'un compte Instagram très actif grâce aux bons soins de notre amie Marie, @collectifmf. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marion. Bonjour Marion. Bonjour Ludo. Et nous retournons du côté de la fantaisie pour un voyage en Grèce à l'époque des héros et des dieux, en compagnie de Circé, la protagoniste du roman du même nom de Madeline Miller. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère étonne, dénote. On la dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses. Plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pairs ne lui ont-ils pas plutôt rendu un service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout, puissante, libre, amoureuse. Mesdames, messieurs, camarades, nous revoilà pour un dernier roman cette année, certainement le dernier pour moi dans ce podcast. Ouin ouin. Je ne sais en effet pas encore où exactement sera ma propre île déserte, mais je vais sûrement devoir quitter la ville rose et me faire ailleurs une nouvelle tanière. Et quel roman pour finir! Du point de vue thématique, je n'ai que l'embarras du choix. Parlerai-je de la terrible solitude que traîne derrière elle la protagoniste, même et surtout pendant son enfance, quand elle est entourée de sa famille? Du poids écrasant de la culpabilité qui la suit depuis qu'elle a découvert son pouvoir? Du fait que, là encore, le méchant, c'est le patriarcat? Des références mythologiques encore plus nombreuses que dans son ouvrage précédent? Mais je ne veux pas saouler tout le monde avec des citations de l'Odyssée en grec ancien, et tout ce qui concerne la santé mentale frappe peut-être un peu trop près de la maison, comme on dit, pour que je fasse une chronique toute hi-hi, ha-ha, ho-ho là-dessus. L'angle féministe est intéressant, mais également potentiellement limité. En effet, les récits de la mythologie grecque sont avant tout des histoires de mecs, à la gloire de mecs et à destination des mecs. Circé, fille un peu indigne du soleil, en est parfaitement consciente. Son absence de postérité hors reproduction la travaille, de même que la place laissée aux autres nymphes dans les récits légendaires, celle de jolies victimes immolées au plaisir ou à la gloire d'un dieu ou d'un héros. De fait, elle doit sa position d'exilée dans une île isolée, un pléonasme étymologique, au fait que quand son pouvoir se révèle, elle décide d'en faire l'étalage, mettant tout le monde, notamment son père le soleil et Zeus, en rogne. De fait, de l'extérieur, Circé a de nombreux points communs avec la protagoniste de L'Ours et le Rossignol, dont nous avons parlé il y a quelques émissions de cela. Ce sont deux récits de formation féminin dont les protagonistes, sans pouvoir pour autant changer l'ordre social sexiste, vont le défier au niveau personnel. Cependant, là où la violence sexiste est parfois retorse chez Catherine Arden, elle est beaucoup plus frontale chez Madeline Miller. Point de bienveillance paternaliste dissimulant la violence réelle du patriarcat ici. Comme souvent dans le contexte de l'Antiquité grecque, le sexisme est très apparent et particulièrement brutal. Cela n'est pas forcément au désavantage de Circé, cependant, puisque cela fait de la protagoniste éponyme une icône de résistance extrêmement solide qui pose un défi à l'ordre masculin plus frontal et d'aucuns diraient plus impressionnant. La comparaison entre les deux personnages ne s'arrête pas là. Circé est également, violence du monde et âge plus avancé oblige, une personne beaucoup plus abîmée que Vania, l'héroïne de L'Ours et le Rossignol. Cela me fait l'aimer encore plus. Le roman, notamment dans sa deuxième moitié, m'a donné l'impression d'un long comeback depuis le fond d'une dépression traumatique carabinée, ce qui est particulièrement satisfaisant quand vous êtes vous-même au fond du trou. Enfin, l'échelle temporelle différente donne une autre saveur au développement des protagonistes.
Vania termine L'Ours et le Rossignol tout juste formée en tant que proto-adulte, en héroïne typique de tome 1 de série de fantasy. Circé est une fille du soleil, et le soleil est un titan. Son existence à elle s'étend donc sur des siècles. Or, Circé est assez rapidement une adulte et continue sa trajectoire de formation. Et parfois, ça a du bon de suivre un personnage dont l'évolution ne se stoppe pas brutalement quand il ou elle atteint les 18 ans. Cette évolution lente au fil du roman est selon moi particulièrement adaptée à la protagoniste et à ce qui est raconté. Mais soyons clairs, c'est un récit posé, tout particulièrement je pense dans sa version française. Côté francophone, je sais pas parce que je l'ai lu en anglais, vous allez certainement bouffer pas mal d'imparfaits duratifs ou itératifs. C'est-à-dire duratif pour les actions engagées en contrat à durée indéterminée par l'auteur, ou itératif qui se répètent à intervalles réguliers. Cela va certainement donner, plus encore qu'en anglais où le prétérit aplanit un peu tout, l'impression d'un récit qui régulièrement ralentit, voire s'arrête. Selon moi, cette temporalité arrêtée, ce jeu sur le temps qui ralentit, est à l'avantage du roman, thématiquement parlant, puisque Circé est toujours prise entre l'éternelle répétition de sa vie de déesse plus ou moins marginale et l'aspect extrêmement court et délimité de ses tentatives d'être heureuse. Circé est un personnage bloqué dont la vie ne respire que par à-coups. Attention à vous donc si vous souffrez de dépression chronique, je suis très sérieux. C'est d'ailleurs pour le moment une caractéristique assez courante des romans de Madeline Miller. C'est une romancière de personnages aux vies difficiles, souvent aux prises avec des situations ou des personnes qui les dépassent complètement, et dont le bonheur est toujours fragile et temporaire. Ce sont des romans qui savent utiliser le caractère tragique des personnages de la mythologie grecque. Je vous conseille donc chaudement Circé, autant, voire plus encore que son premier roman, Le Chant d'Achille, qui est plus pessimiste encore, à mon avis. Certains lui reprochent sa lenteur et son côté contemplatif, et il ne faut pas le nier, Circé n'est pas un roman d'action. J'en veux pour preuve, par exemple, le fait que Tom Cruise n'y est pas mentionné. Les phrases coulent sous l'œil avec une certaine langueur, charriant dans son sillage une poésie des petits instants. Le tout est couplé à une toile de fond immuable, celle de cette île où la jeune femme est exilée en guise de punition divine. Ces fragments de vies ordinaires deviennent donc assez naturellement les jalons d'un temps qui s'allonge en silence. Ce qui, pour un lecteur un brin pressé comme nous pouvons l'être parfois, peut en effet sembler un peu ennuyeux. On se met soudain à contempler, au travers des yeux d'une immortelle, un tout autre mouvement de la vie. Circé pose ses tuteurs pour ses vignes, plante de la laconite, récolte des ingrédients pour ses potions, tisse de nouveaux rideaux, caresse sa lionne, nourrit ses cochons. Son regard envahit cet espace restreint, le décompose, le morcelle, au point que les moments d'errance que nous partageons à ses côtés nous poussent à connaître par cœur le moindre recoin de son île. Une autre particularité, cependant, ressort nettement. Dans cette attention très spéciale aux détails, le lecteur se rend très vite compte que Circé y trouve non seulement de la puissance, mais aussi, voire même surtout, de la liberté. La fille du soleil, dans cet exil, n'a jamais été aussi libre. Libre d'apprendre seule et avec patience les vertus de la plus petite plante pour exercer sa magie. Libre d'aimer les rares hommes qui foulent son île. Libre de défier le bon vouloir des dieux pour protéger son fils. Pourtant, cette interprétation n'a pas fait l'unanimité. Certains lecteurs ont été singulièrement déçus de ne pas voir une Circé en plein contrôle, une nymphe indocile et révoltée, un puissant archétype de la sorcière dont l'indépendance questionne tout autant qu'elle effraie. Or, dans ce livre, Circé oscille. Elle est tout à la fois victime et bourreau, terriblement imparfaite et pleine de contradictions. En fin de compte, Circé, la sorcière tant crainte chez Homère, apparaît comme tout ce qu'il y a de plus humaine dans un environnement de dieux aussi capricieux que cruel. Pour quelques lecteurs, ce livre est donc, en conséquence, une occasion manquée de lui redonner une voix prééminente, invulnérable, redoutable, là où les récits mythologiques l'avaient, à leur sens, déjà silenciée au profit de celle d'Ulysse. Pour d'autres, au contraire, c'est une réussite, car Madeline Miller trace une histoire d'une toute autre féminité, certes malmenée et faillible, mais facilement identifiable. Le lecteur sent Circé dans sa peau. Sa douleur est tangible, féroce. Ses rébellions sont certes discrètes, mais elle aime au-delà du possible, et surtout, elle sait haïr avec violence. Circé, en fin de compte, c'est avant tout celle qui s'enracine au-delà de son propre temps. Finalement, à défaut d'ériger un énième archétype invincible de la sorcière, Madeline Miller propose plutôt un portrait largement plus nuancé de la femme. La démarche se discute, certes, mais au vu des multiples critiques positives, elle a sans doute bien su convaincre son lectorat. Et bien comme d'habitude, nous allons pouvoir maintenant passer à une deuxième partie de ce podcast. Nous allons parler
plus librement du roman. J'ai plein de petites notes ici, plein de petits thèmes à aborder. Et du coup, on va commencer par le début de ma chronique et la fin de la tienne. On va parler, on va parler féminisme et on va parler du statut de badass ou de pas badass de Circé. Parce que c'est assez marrant. Ma chronique dit ouah, moi je trouve que le fait que de temps en temps elle se prenne la violence dans la gueule et qu'elle se relève quand même et qu'elle aille se battre, immensément badass. Et toi, tu t'es fait l'écho de voix avec lesquelles tu es d'accord ou pas d'accord, je sais pas, tu vas me dire, qui au contraire disent ouah, c'est nul, elle s'en prend plein la tronche, c'est pas la sorcière badass que j'aimerais. Et genre, moi je la trouve, du coup, Circé plus badass euh, que par exemple Vania dans L'ours et le rossignol. Pour ça, moi je pense à oui. Alors nous sommes partis dans la partie débat, donc nous sommes également partis dans la partie spoiler de cette émission. Donc si vous voulez avoir la surprise de l'intégralité de ce qui se passe dans le roman, allez le lire très très vite et revenez. Mais moi, le côté badass de Circé, je le vois dans ses multiples confrontations avec son père, notamment. Voilà. Donc littéralement avec le patriarcat. Enfin, je veux dire, c'est son papa. C'est un mec qui déteste les femmes et qui est violent. Enfin, vraiment, je ne peux pas faire plus patriarcal que ça. Oui, alors je suis plutôt d'accord dans les faits avec ta chronique, mais je trouvais ça intéressant aussi d'avoir les voix donc des lecteurs qui ont été assez surpris, qui s'attendaient effectivement à voir une Circé toute puissante et comme je le disais, en plein contrôle en fait sur son destin. Mm, mm. Et je trouvais en fait que Madeleine Miller avait pris un parti qui était d'autant plus intéressant qu'elle propose un rouage beaucoup plus complexe du patriarcat qui est assez sympathique à lire. C'est que les femmes, même entre elles, s'exercent cette espèce de pression. Mm, On le mm. voit notamment dans le rapport que Circé entretient avec sa sœur, où elles se détestent cordialement dès Oui. le début du roman et c'était pas prêt de changer. Et on le lit au fur et à mesure, leur relation finalement se dégrade jusqu'à ce qu'elles ne se parlent plus du tout. Mm, mm. Et on voit à quel point ce père, en fait, qui est quand même le dieu soleil, donc déjà on a un patriarcat effectivement Ouais. très fort, comme tu le disais, exerce en fait une puissance totale Mm. jusqu'à ce que ses propres enfants se détestent entre eux. Ouais. Sa sœur Pasiphae, la mère du Minotaure. Voilà, donc on est vraiment. Voilà, vraiment, si vous voulez, certaines personnes ont parlé du dernier film Mario en disant que c'est juste le festival du fanservice. Mais écoutez, Circé, c'est un peu, je pense, l'équivalent pour les gens qui aiment la mythologie grecque. Alors vraiment, ils y sont tous. Non, ils y sont pas tous. Mais il y a suffisamment de références diverses et variées pour vraiment. On est comme ça là. Ah, j'ai cette référence. Voilà. Leonardo DiCaprio pointing at screen.jpg. Euh, Oui, c'est vrai que je pense que pour quelqu'un qui aime la mythologie, que ce soit Circé d'ailleurs ou Le Chant d'Achille, c'est des romans qui sont pleins de références, extrêmement précis parfois, à tel point qu'il y a énormément de choses que j'ai apprises dans le livre parce que mm, mm. malheureusement, je n'ai pas lu l'Iliade en entier. Pas encore. Il va falloir que je me rattrape parce que quand même, c'est un sacré morceau à côté duquel on peut pas trop passer. Ouais, c'est un peu plus dur à lire que l'Odyssée quand même, l'Iliade. Oui, C'est oui. c'est assez rapidement répétitif. Pour le coup, c'est une épopée d'action, hein. Les gens se battent beaucoup. Mais bon, c'est beaucoup de gens qui prennent des lances dans la poitrine et dont les genoux fléchissent et qui s'abattent dans le fracas du bronze. Voilà. J'aime bien, mais Mais c'est vrai que pour en revenir du coup à Madeleine Miller, on se retrouve effectivement avec une Circé qui, comme tu le disais très justement, s'en prend plein la gueule, mm, pour pas le dire autrement, et qui en fait est extrêmement malmenée tout au long du roman. Et il y a beaucoup de gens qui ont justement reproché en fait ce ton très larmoyant entre gros guillemets, parce que c'est vraiment le terme que j'ai vu ressortir plusieurs fois. ouais. Là où moi je suis plutôt de ton avis, on le comprend en fait ce ton parce que Circé, elle se fait quand même largement malmener tout du long. Mm. Et malgré tout, on a quand même une certaine forme de compréhension qui se dessine pour elle, puisque on la voit essayer d'exercer toutes ces petites rébellions sur son île, Mm. où pour elle, ne serait-ce que d'avoir du contrôle en fait sur sa vie, en fin de compte, l'exil c'était le meilleur cadeau qu'on puisse lui offrir, Oui, puisqu'elle n'est plus dans cette cour de Dieu où elle n'était absolument pas libre, ne serait-ce que de se promener librement dans le palais de son propre père. Donc c'est ça. Ça veut pas dire que la solitude ne la pèse pas, mais c'est non. vrai qu'à un moment, elle s'y fait. Elle est très très bien faite. Donc il y a un moment du roman
C'est pour ça qu'effectivement, il y a une forme de contrôle et de puissance qui se dégage de son propre exil, dont elle fait le meilleur. Et à un moment, son père le remarque, puisque son père est le soleil, donc littéralement, il passe au-dessus de son île tous les jours pour regarder ce qu'elle fait. Et son père le remarque et elle fait l'hypothèse que ça le saoule, qu'elle soit si bien toute seule finalement et qu'elle ne souffre pas tant que ça de son exil. Et il commence à envoyer des nymphes chez elle. C'est-à-dire les nymphes qui se rebellent aussi Oui, oui. sont en gros mises au coin chez Circé. Et il y a tout un passage, je fais, mais à chaque fois que j'en vois une, c'est insupportable, j'ai envie de les frapper. Oui, c'est vrai que ce passage avec les nymphes, moi, il m'a beaucoup fait rigoler parce que effectivement, on se retrouve avec une Circé qui est maîtresse de garderie, quoi, qui Ouais. doit essayer de gérer avec des nymphes qui, bah, elles aussi, en fait, sont très contentes d'être sur cette île, et qui, bon, certaines regrettent un peu le palais, mais qui peuvent faire globalement un peu tout ce qu'elles veulent, quoi. Et Circé, qui était un petit peu tranquille quand même, qui s'était habituée finalement à cette solitude qui quand même la pèse, comme tu Mm. l'as rappelé très justement, bah, se retrouve à devoir gérer tout un tas de jeunes filles, parfois capricieuses, parfois extrêmement pénible, hein, pour ainsi dire. Et c'est vrai que c'était assez marrant justement de voir tout ce passage où finalement son île, c'est chez elle. C'est vraiment Ouais. un espace qu'elle s'est complètement approprié et dans lequel elle se sent totalement libre. Mais ouais, mais du coup, enfin voilà, tout ça me fait penser à deux choses. Premièrement, je pense que ces différences de perception de Circé sont dues comment dire, potentiellement au rapport aux matériaux de base. Parce que dans l'Odyssée, pour le coup, Circé est une sorcière en plein contrôle de ses moyens Mm. et il faut à Ulysse une intervention d'Hermès pour réussir à lui-même ne pas finir transformé en cochon dans l'Odyssée. Euh, Là où on est face à un personnage beaucoup plus faillible. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est aussi le charme des romans de mythologie grecque de Madeline Miller, c'est que Madeline Miller, elle fait très bien. Moi, je vous prends exactement la même histoire. Et il y a un autre roman qui fait un peu pareil, mais globalement, je vous prends la même histoire, juste je change le narrateur. Et avoir Circé comme narratrice, ça veut dire avoir une déesse comme narratrice, donc quelqu'un d'immensément puissant par rapport à un mortel, mais une déesse extrêmement mineure, potentiellement marginale. Il faut bien une raison pour laquelle elle ne se voit pas elle-même dans le palais de son père le Soleil ou sur le mont Olympe. Donc il fallait bien trouver une raison narrative pour laquelle elle puisse rencontrer Ulysse dans l'histoire qu'on connaît ensuite par ailleurs beaucoup d'entre nous. L'autre truc aussi, c'est, je pense que d'un point de vue féministe, potentiellement, dans cette idée de Circé qui aurait le contrôle, machin, etc., il y a peut-être, d'un point de vue féministe, un des rares points qui n'est pas exploré et qui aurait pu être intéressant, c'est qui est exploré que très à la marge, c'est le thème de la sororité. Dans la mesure où elle a toutes ses nymphes chez elle, et en fait, il n'y a pas de communauté qui se crée avec les nymphes du tout. Mm. Elles se contentent de vivre les unes à côté des autres, quoi, concrètement. Même Circé, parce qu'elle est là depuis très longtemps, parce que c'est une sorcière, elle a une sorte d'autorité sur ces nymphes-là, mais ça va pas vraiment au-delà de ça. Là où justement, il y avait potentiellement un thème à explorer, notamment en contraste avec le rapport qu'elle avait avec sa sœur Pasiphae auparavant, et le contraste dans sa relation avec son frère, Aïétès, Mm. qui était la première personne de sa famille dont elle s'est sentie proche, et ça se passe mal ensuite, concrètement. Voilà. Après, le thème est légèrement exploré dans sa relation avec Pénélope. J'allais y venir justement, c'est vrai que cette relation, cette sororité, elle est pas trop explorée. C'est surtout des femmes qui luttent un petit peu toutes seules dans leur coin la plupart du temps, et même quand elles se rencontrent, il y a toujours cette espèce de défaite à essayer de former quelque chose de plus large parce que ce sont des femmes qui sont toutes extrêmement brisées, qui ne se comprennent pas parce qu'elles n'ont pas été brisées de la même façon, et surtout parce qu'elles ne perçoivent pas la lutte, de la même manière. Circé garde quand même, un attrait,
elle a beaucoup de tendresse pour les humains, là où Mm. Pasiphae, pas du tout. Elle est dans Ouais. une relation de vengeance complète et elle veut exercer un pouvoir écrasant, quitte à ce qu'il soit complètement injuste. Là où Mm, Circé, dans sa vengeance, même au pire moment de sa vie, donc après le viol par les marins, finalement, elle finit quand même par se lier d'amitié avec d'autres humains. Donc mm, mm. Circé, elle a toujours cette espèce de mécanisme de tendresse qui prend le dessus finalement, qui fait qu'elle ne peut pas en fait s'allier avec sa sœur. Et c'est aussi en ça que j'étais un peu déçue justement de la relation avec Pénélope. Moi, Pénélope, c'est l'un des personnages que j'attendais le plus dans ce roman parce que je me suis dit quand même, la relation Circé-Pénélope, c'est Mm, vraiment... mm. elles se sont, pour ainsi dire, on n'a pas la rencontre en fait entre ces personnages-là chez Homère ou chez d'autres auteurs Mm, mm. grecs. Et malheureusement, Pénélope, j'étais un peu déçue de voir que ce personnage que je considérais comme extrêmement intelligent, très rusé, très fin, finalement se laisse beaucoup plus faire dans la version de Madeline Miller. Je pensais justement qu'il y aurait une relation un peu plus en tension avec Circé où elles finissent par devenir amies. Et Alors, c'est pourquoi pas, hein, mais je sais pas, j'étais un peu déçue. moi, c'est une relation que je trouve très intéressante, même si j'ai été assez déçu de justement pas voir la Pénélope qui nous est vendue par le roman même au début. Genre, moi, quand j'ai vu que Pénélope était, quand j'ai lu que Pénélope était sur le pont de ce bateau avec Hmm, Télémaque, moi j'étais immédiatement genre, oh là là, mais à la façon dont Ulysse en parlait, enfin, vraiment, ouais, je m'attendais à voir, je sais pas, genre Cersei Lannister en plus cool, tu vois. ouais, complètement. Et en fait, je pense que c'est en raison du moment où on la trouve, parce que une grande partie, la façon dont Pénélope et Circé se tournent autour parce qu'elles savent pas trop comment engager une relation ou une discussion, et je trouve super intéressante. Parce que il y a vraiment mais une complication extrême de cette relation-là, parce que ces deux-là arrivent à... Alors bon, pour ceux qui ont lu ou pour ceux qui s'en fichent d'être spoilés, ce qui se passe, c'est que Pénélope et Télémaque arrivent par bateau sur l'île de Circé en compagnie de... alors, il l'appelle Télégonus en français? Parce que c'est Télégonus Je crois qu'il l'appelle ou, Télagonès. Je pense ou, qu'ils n'ont pas traduit. ou Je me rappelle pas. Télégone. Je me souviens plus exactement, mais je crois pas qu'il ait Mais été traduit. bref, le fils de Circé, le fils que Circé a eu avec Ulysse. Et donc c'est évidemment très très embêtant. Déjà Circé craignait un petit peu, elle a fini par accepter que son fils parte un peu à l'aventure pour aller rencontrer son père, justement. Et le problème c'est que Ulysse, quand il est revenu à Ithaque, ça s'est très très mal passé. Le massacre tel qu'il est décrit dans l'Odyssée a eu lieu, mais ce qui se passe, c'est que, en gros, Ulysse a véritablement, après ce massacre, révélé à la fois sa violence et sa paranoïa. Genre, c'est quelqu'un qui, en gros, a passé 20 ans à voir sa paranoïa récompensée par des bons coups, quoi, concrètement. Et du coup, sa maison est complètement détruite par son comportement violent avec son fils, avec sa femme, avec ses sujets. Et du coup, quand Télégonus arrive à Ithaque, immédiatement, Ulysse le prend pour un brigand, enfin quelqu'un qui vient pour la lui faire à l'envers. Et par accident, à cause d'une lance magique, je vous passe les détails, Télégonus, enfin, Ulysse essaie d'arracher son arme à Télégonus. Malheureusement, cette arme est empoisonnée. Ulysse se coupe dessus et il meurt. Et donc, sur ces entrefaites, Télégonus revient avec l'épouse de son père, son demi-frère, complètement détruit de culpabilité d'avoir tué son père biologique, et personne ne sait où se mettre. Genre vraiment, on est sur des scènes extrêmement importantes. Et c'est vrai que le rapport entre ces deux femmes est intéressant, et je pense qu'une grande partie du rapport entre Pénélope et Circé est informée, je vais finir ce tunnel, je vous promets, est informée par le fait que quand Ulysse est revenu, Pénélope a fait un pari de comment elle allait pouvoir gérer le retour de son mari, un pari qu'elle a perdu, et elle est plus ou moins brisée par ça. Oui, oui, c'est vrai.
C'est vrai que Pénélope, c'est un peu ce que tu disais au début, hein, mais je m'attendais effectivement à une espèce de mini Cersei Lannister, quoi. Quelqu'un d'extrêmement intelligent, de très fin, ne serait-ce que, c'est quelqu'un qui a quand même réussi à manipuler l'ensemble des prétendants Mm, d'Ithac mm. pendant plus de 20 ans et qui s'en est sorti plus ou moins en naviguant sur son propre bateau, hein, pour faire, le parallèle. Mais c'est vrai que quand, il y a cette relation justement avec Circé, je m'attendais à une Pénélope un peu plus offensive, un peu plus dans la ten comment dire? Dans l'offensive en fait, qui essayerait un peu de faire comme elle l'a fait en fait avec tous ces hommes à Ithaque, hein, de faire en sorte que Circé plie à sa volonté et pas l'inverse. Et finalement, on voit une Pénélope qui est plutôt en détresse parce qu'elle a besoin de la protection de Circé, puisque il me semble que c'est au moment où Athéna essaie de les retrouver aussi. Ouais, mais là où on a bien une Pénélope qui fait la Pénélope, c'est qu'elle dit pas à Circé. Elle fait Oui. la naïve, genre oui, je voulais vous rencontrer et vous dire que on est tous là en fait pour faire en sorte que Télégonus se sente pas coupable parce que ça se passait très très mal. Et c'est Circé qui, au bout de plusieurs jours voire plusieurs semaines, fait mais en fait t'es venu parce que maintenant qu'Ulysse est mort, Athéna va venir pour ton fils et tu veux pas. Oui, oui, oui. Et genre, tu comptes sur moi pour me battre avec Athéna et tu me l'as pas dit, genre juste attends qu'Athéna arrive pour me casser les pieds, pour me mettre devant le fait accompli. Et bah, je crois que c'est la première fois qu'elles se Mm. parlent pour de vrai, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, oui. Et ce qui débouche après cette méfiance sur une scène qui est extrêmement émouvante, où, où voilà, justement, il y a aussi la confrontation pour elle entre différents moments de la vie d'Ulysse. Mm. Je sais pas, j'ai un peu pleuré, je crois. Mais Mais c'est vrai que même le personnage d'Ulysse est très intéressant, hein, le fait de voir que ces deux femmes, en fait, elles ont des fragments de sa vie si opposés. mm, Et qu'il y a un avant et après en fait, la guerre de Troie tout simplement et qu'elles sont toutes les 2 témoins de 2 Ulysses qui ont quand même un point commun, mais qui sont quand même radicalement différents, surtout vers la fin de sa vie, comme tu mm, l'as mm. dit, où il devient complètement fou, hein. Trois même, Oui, parce que du coup Pénélope a connu même le premier Ulysse. c'est vrai, oui. L'Ulysse justement extrêmement paternel, qui est vraiment une figure parentale très douce en fait, puisque Mmh. un des récits c'est oui voilà, Télémaque c'était un bébé qui pleurait beaucoup, il y avait que son père qui pouvait le calmer par exemple, ce Oui, genre c'est de vrai, truc. oui. C'est vrai qu'Ulysse, c'est l'un des rares figures paternelles, en tout cas au début du roman, un minimum saine, parce que c'est vrai que entre Zeus, Hélios et tout le reste, c'est vrai que c'est très compliqué dans le livre d'avoir des parentalités réussies. Mm, mm. Ce qui rend ensuite ces crises de paranoïa avec Télémaque après son retour encore plus tragiques, Oui. parce que en plus, quand il est sur l'île, quand plus le moment de son départ approche, moins Ulysse est capable de la fermer sur son fils Télémaque, à quel point il est heureux à l'idée de redevenir un papa, quoi. Oui. Et genre, et moi je suis genre, oh. Et après j'ai eu le récit de ce qui s'est passé ce qui s'est passé concrètement après dans le roman, et ah, je me suis pas senti bien du tout. Mais ça permet peut-être de faire des comparaisons avec le chant d'Achille, parce que c'est Circé et le chant d'Achille, c'est vraiment des romans avec des personnages qui sont très très bloqués. Donc Circé est bloqué sur son île, et Patrocle est bloqué lui aussi en tant qu'enfant indigne, et avec comme seule consolation l'amour d'Achille. Et alors, les deux romans, techniquement, se terminent plus ou moins à la mort des protagonistes. C'est pour ça que c'est des romans éponymes aussi. Sauf que je trouve la fin du Chant d'Achille extrêmement pessimiste et la fin de Circé extrêmement optimiste, pour deux raisons différentes qui tiennent au statut très différencié des personnages. Puisque Patrocle est un mortel et Circé est une immortelle qui choisit la mortalité.
Ce qui est pas Mmh. tout à fait pareil. Oui, c'est sûr, là où Patrocle, bah, tout simplement meurt, hein, à la fin et puis, bon, désolé pour le spoiler, mais là, si vous vouliez pas vous Oui, faire spoiler, il fallait arrêter bien avant. Mais du oui, coup, oui, Patrocle malheureusement meurt, par amour pour Achille et c'est vrai que, moi je me souviens encore, qu'à la fin du livre, bon, bah, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ouais, en m'attendant à ce qu'il y ait au moins bon, il y a une espèce de mini fin, de mini lueur à la toute fin où on sait qu'ils sont quand même rassemblés dans la mort, mmh mh. par justement la mère d'Achille qui est donc, bah, une divinité elle aussi, hein, Thétis, Thétis exactement une déesse marine. et qui finalement, concède à ce que son fils, dans l'au-delà partage cet au-delà avec son amant. Mmh mh. Donc il y a quand même une mini lueur d'espoir, mais j'avoue que c'était pas très suffisant. J'avais déjà trop pleuré avant, donc ça ne m'a Oui, pas tant voilà, réconfortée. après, je pen on peut te pardonner pour le spoiler de la mort de Patrocle, c'est un spoiler qui a littéralement 2 800 ans. Oui, ça devrait aller, je pense. Hem, mais oui, mais parce qu'il y a, il y a une, je pense que ce qui est extrêmement important en termes de différence entre les 2 romans, c'est que, le à la fin du roman, quand il est mort, parce que, Patrocle est fondamentalement impuissant et dépendant des décisions prises par les autres. Oui, oui, ça c'est sûr. Là où à la fin du roman, Circé, c'est là qu'elle a une scène de conflit frontal avec son père qui est d'une badasserie absolue. Elle fait: «J'en ai marre d'être exilée, je me casse et je vais t'expliquer très exactement pourquoi tu ne vas rien faire et tu vas me laisser faire». Et ensuite, elle se prépare à accomplir un rituel, pour devenir mortelle et en gros, elle raconte la vision qu'elle envisage pour son avenir en tant que mortelle. Et donc là, il y a 2 interprétations parce que on ne le roman en lui-même ne révèle pas si le rituel réussit ou pas et si elle a vraiment cette vie ou pas. Moi, je pars du principe qu'on nous a répété à intervalles réguliers dans le roman que dans la famille du soleil, il y a des dons de prophétie. Et moi, je pense que quand elle jette son sort, son don de prophétie lui dit: ta vie, ça va être ça, tout va bien se passer. Euh, d'autres diront: non, c'est juste, c'est un message d'espoir, mais on ne sait pas si ça va vraiment se passer comme ça. Je sais pas, toi, où tu en es par rapport à cette fin. Moi, après par, pure envie de me réconforter un peu aussi, hein, moi j'ai envie de croire, qu'elle devient humaine et que tout se passe pour le mieux pour elle et effectivement, compte tenu du don de prophétie, j'y ai pensé aussi à la fin et je me suis demandé si c'était pas justement un indice voulu de l'auteur pour essayer de nous amener à cette piste-là assez naturellement. Mm, Et, et d'autant que, effectivement, à la fin, je sens quand même que Circé n'est pas dans une sorte de fatalité. Elle vient justement de se libérer du joug paternel, comme tu l'as dit. mm, mm, Donc, c'est à partir en fait de ce moment-là vraiment qu'elle va pouvoir bah, exercer sa pleine liberté, sa pleine puissance. mm, mm. Donc j'aime à croire aussi effectivement à cette théorie-là. Il y en a beaucoup qui ont été déçus aussi de cette fin. J'ai lu quelques retours qui expliquaient que même à la fin finalement, on n'est même pas certain que Circé parvienne vraiment et peut-être que finalement elle a le même statut que Patrocle et que jusqu'à la fin, eh bien, elle est condamnée et aux prises de tout un tas d'autres personnes qui décident et exercent leur volonté à sa place. Mm. Pour moi, non. Mais Pour moi, non. Le fait qu'elle utilise spécifiquement le même sortilège qui était le premier sortilège qu'elle avait utilisé bah, du coup, pour rendre un pêcheur pour lequel elle craquait vaguement, ouais. pour lui donner le statut de divinité, Mm. ça paraît logique parce que c'est le principe des pharmacas dans la culture grecque ancienne. Le pharmacone, c'est le produit qui peut te guérir ou te tuer. Et donc, c'est tout à fait logique que les pharmacas de Circé, avec les mêmes plantes, elles puissent à la fois te rendre Dieu ou te rendre mortel. Donc, moi, je pense que ça va marcher parce que il y a les indices du don de prophétie, il y a le background culturel, euh, et il y a le fait que concrètement, c'est un sortilège qu'elle a déjà utilisé et qu'elle avait déjà, dans le passé, envisagé d'utiliser auparavant. Ça, c'est pas la Ouais. première fois qu'elle y pense, Oui, c'est oui, juste tout que à cette fait. fois-ci, elle a le courage de le faire. Et, C'est ça. voilà. Après, peut-être qu'aussi qu'il y a des lecteurs qui sont un petit peu salés que quelqu'un qui est littéralement une déesse et qui a tout un tas de trucs qui nous font envie, à nous, pauvres mortels, décide d'y renoncer. Ce qui nous permet peut-être d'aborder un dernier point de débat qui est un débat plus large, qui est le traitement de l'immortalité dans la fiction.
parce que Madeline Miller, apparemment, en tout cas par la voix de Circé, est un peu de l'école Entretien avec un vampire. C'est-à-dire l'immortalité est une malédiction, c'est l'enfer, ça vous fait perdre la capacité à changer, ça vous fait perdre votre humanité, plus rien n'en d'importance, c'est la dépression la plus absolue. C'est vrai que le traitement de l'immortalité là est je trouve très intéressant dans ce roman, par rapport à la fin notamment lorsque alors je vais citer la phrase parce que je l'avais trouvée très jolie justement. C'était, «Jadis je pensais que les dieux étaient le contraire de la mort, mais je Mm. vois maintenant qu'ils sont plus morts que tout le reste». Donc il y a cette idée déjà d'immortalité qui en fin de compte, tue tout un tas d'autres choses, notamment l'empathie en fait que les dieux seraient censés exercer sur les mortels et on voit bien que c'est tout le contraire. Ce Ouais. sont des gens qui ont une notion de la vie très différente, puisque la Mm. vie est précieuse pour un mortel, là où pour un dieu, elle n'est que dérisoire finalement. Et ce temps justement très long, très, qui s'étend en fait, se sent dans la phrase jusque dans la forme en fait du texte, où on voit vraiment qu'il y a une volonté de Circé, notamment dans tout le passage où elle est sur son île, de s'accorder d'accorder énormément de place aux petites choses, en fait, aux petits détails, au moment où elle va juste un matin se lever pour se baigner, ou alors ramasser deux, trois fleurs, puis préparer un déjeuner. Tous Mm. ces détails qui sont des fragments de vie, en fait, finalement, composent un temps qui est très long, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lecteurs qui l'ont trouvé ennuyeux. Moi, c'est tout le contraire. J'aime beaucoup les choses un peu contemplatives, surtout quand c'est bien écrit. Mm. Et là, je trouve qu'il y a vraiment une poésie, en fait, du petit rien, quoi, du pas grand-chose, de l'instant de vie qui illustre à merveille en fait cette immortalité, ce temps infiniment long par lequel Circé essaye, auquel elle essaye de jalonner, enfin, où elle essaye de jalonner en fait différents petits instants de vie Ouais, pour le rythmer en quelque sorte. et une vraie poésie de la nostalgie aussi. Alors, pas, pas exactement au sens étymologique du mot, hein. Mais une vraie poésie de la nostalgie dans la mesure où à la fois ce qui lui fait mal, ça c'est la partie algos de nostalgie, hein, la partie douloureuse, et ce qui la réconforte, et c'est pour ça qu'elle a autant de tendresse pour les mortels, ses souvenirs en compagnie de mortels, donc ses souvenirs en compagnie de gens qu'elle ne reverra pas et qu'elle sait, en tout cas pendant la plus grande partie du roman, que comme elle est une déesse, comme elle ne peut pas mourir, de gens qu'elle ne reverra pas même dans la mort. Et c'est cette idée que ce qu'elle chérit le plus, c'est des choses qui sont pour elle définitivement perdues. Euh, du coup, cette espèce de truc, parce que Madeline Miller est très très forte à ça, parce que c'est aussi de manière beaucoup plus, pour le coup, un peu plus diluée. C'est tout l'intérêt du chant d'Achille, c'est le fait que Patrocle, à partir du moment où ils partent pour Troie, il sait que ça y est, il y a un chronomètre qui est enclenché, que sa seule source de bonheur, c'est-à-dire sa relation avec Achille, qui est la seule personne qui le respecte un tant soit peu, euh, va se terminer. Et que il sera radicalement séparé d'Achille à un moment ou à un autre. Alors ce danger-là est résolu à la fin, mais mais là, du coup, c'est des choses qui se répètent de manière un peu concentrée à différents moments avec Circé. Il y a sa relation avec ce marin Glaucos, c'est Oui, ça. Sa relation avec Glaucos jusqu'au moment où Glaucos devient un dieu et, devenant un dieu, devient un énorme connard. c'est vrai, ouais. Sa relation avec Dédale, qui est, ils sont vraiment super Ouais, choupis. je les ai adorés, beaucoup Ils plus sont- qu'avec Ulysse, hein, oh là là. Ouais, ouais. Ben, j'ai beaucoup aimé sa relation avec Ulysse aussi. Ce qui est assez marrant parce que du coup, sur le moment, c'est ce qui a fait que sa relation finale, alors encore une fois, spoiler, attention spoiler, sa relation finale avec Télémaque m'a autant surpris. C'est que moi, dans ma tête, Circé, elle avait une fixation sur les DILF un peu. Non, Télémaque c'est un relativement jeune homme. Je sais pas, genre il est un peine plus vieux que moi, je crois, au moment où elle le Oui, rencontre. c'est ça, Parce oui, qu'il est un oui. peu plus vieux, il est quand même plus vieux que Télégonus. Mais ouais, il a une trentaine d'années. Il s'est lui-même pas reproduit. Euh, je sais pas. Donc j'ai changé d'avis et je pense que elle a une fixation sur les hommes dépressifs. Je pense que c'est surtout ça. Moi, j'ai vraiment préféré, je crois, en tout cas, la relation avec Dédale, dans le sens où
C'est quand même assez émouvant de voir, du coup, une nymphe qui est habituée à des dieux, au pouvoir créateur absolument, infini, s'émerveiller, à l'idée qu'un être humain puisse créer de beaux objets, notamment je crois que c'était le métier à tisser qu'il lui a offert, où elle l'a gardé et qui devient un élément récurrent, en fait, dans tout le livre et où j'ai vraiment aimé justement toute cette, après il y a le côté artiste de Dédale, moi, qui m'a beaucoup touchée. Les personnages d'artistes en général dans les romans, je les aime de tout mon cœur. Mm, Et Dédale, il incarne un petit peu justement cette figure de l'homme créatif, etc., mm, mm. que Circé affectionne aussi, d'autant plus. Et ce qui est aussi assez intéressant, je trouve, avec Circé et les relations qu'elle a justement à l'humain et à l'immortalité, c'est le fait qu'elle soit capable, elle, contrairement aux dieux, de ressentir absolument tout à sa plus haute puissance finalement. Quand elle aime passionnément. Quand elle déteste avec toute sa violence. Circé, si justement elle est capable de ressentir, de comprendre autant l'humanité, c'est parce que contrairement aux dieux, elle est incapable en fait de vivre autrement la vie, alors même qu'elle est immortelle. Elle Mm. conçoit en fait toute la vigueur de la vie et tout ce concentré qu'il est finalement d'émotions, d'instincts, là où les dieux, eux, ne perçoivent même pas en fait un quart de ce que elle est capable de ressentir, ce qui explique en gros Ouais. son choix à la fin, effectivement, de vouloir devenir mortelle. Ouais, ouais, les dieux sont vraiment montrés. Les dieux sont capables de ressentir de l'ambition, de ressentir du mépris, de ressentir de la colère et donc de se montrer violent. Bon, c'est aussi en ça qu'on peut se dire que Circé est un roman qui est véritablement anti-patriarcal parce que finalement, même les déesses montrent avant tout des émotions qui sont liées normalement à la masculinité toxique. Mm. La mère de Circé, ah, j'ai oublié son nom. Ah oui, c'est vrai, je Euh, crois qu'elle est que au début en plus. oui, oui, elle disparaît assez vite, Mm. mais bon, c'est pas bien grave. Oui, ça, c'est un Euh, personnage de toute façon c'est un extrêmement mineur personnage qu'on secondaire. croise. Ouais, ouais, La vraiment. mère de Circé, qui, attention, est une nymphe, donc qui est une déesse, contrairement à ce que dit la quatrième de couverture française. Nom de Dieu. Oui, c'est vrai, oui. Pardon. Euh, Mais oui, c'est vrai, il est vrai que effectivement, en fait, les dieux ne sont capables que de ressentir des sentiments de violence, en fait, qui sont très liés effectivement à un pouvoir hautement toxique. Là où Circé s'émerveille beaucoup, il y a une notion d'émerveillement chez Circé qui est très présente. Là où, même chez les autres nymphes, bizarrement, on le retrouve pas. On oui. pourrait penser que parce qu'elle a une nature divine un peu atténuée par rapport à d'autres grands dieux qu'elle fréquentait dans le palais de son père, notamment, mais pas du tout, puisque les autres nymphes, quand elles arrivent sur l'île, bon, bah, elles s'en foutent, quoi. Au début, Circé est très contente, elle se dit: «Ah chouette, des copines, je vais leur montrer, comment on tisse des trucs, comment on Mm, ramasse des choses pour faire des petites potions et tout». Pas du tout. mm, mm. Ça les intéresse absolument pas, elles attendent juste que le temps passe, elles sont bien contentes de rien avoir à faire là-bas et C'est de ça. Et de se baigner occasionnellement, et la seule personne avec qui elle peut effectivement faire ça à la fin, c'est Pénélope. c'est Pénélope, ouais, totalement. C'est Pénélope qui est la seule personne qu'elle laisse utiliser son métier à tisser. C'est vrai. Et Pénélope qui, encore une fois spoiler, apprend toute seule à devenir une sorcière pendant une absence de Circé. C'est vrai, oui, Ouais, ouais. Pénélope est aussi une sorcière. Je pense que c'est vraiment du fan service hein, pour moi, j'aime bien. Genre, oui, meilleure fanfiction depuis Platon. J'approuve. Oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même cette volonté de traiter la figure de la sorcière d'un point de vue féministe. Et même si l'archétype n'est pas totalement respecté selon certains lecteurs, je le trouve beaucoup plus nuancé et intéressant présenté comme ça Oui. que d'avoir fait une Circé un peu à l'image de Médée, toute puissante, qui finit par tout cramer et chevaucher des dragons et se barrer. Hein, et Médée qui est dans le roman, et Oui, justement, elle est pas autant badass que. non, c'est Elle vrai. est. C'est assez marrant parce que c'est. Justement, on sent que Circé, c'est de la prévenir. Genre, attention, ton mec, je le sens pas. Et elle fait genre, non, ça va mal se passer. Et ça se passe effectivement Oui, extrêmement mal. Voilà, voilà, voilà. Lisez toutes les adaptations du mythe de Médée, c'est toujours bien. oui, C'est pour le coup, si vous voulez voir à la fois, avoir à la fois tous les aspects les plus badass possibles de la figure de la sorcière, mais en même temps toutes les peurs qu'on y a associées avant même que ça devienne un truc en contexte chrétien. Je pense que Médée, c'est bien, c'est une espèce de proto-figure extrêmement intéressante de ce point de vue-là.
Oui, c'est vrai, Médée qui était la figure du coup de la mère infanticide, tout ce que en fait à l'époque, terrifiait absolument le monde, que ce soit grec ou latin d'ailleurs, hein. Médée a été extrêmement repris pour ça et c'est vrai que Madeline Miller a plutôt choisi le lien entre du coup la figure de la sorcière et l'indépendance. Indépendance qui effrayait, énormément, tout autant et Circé, effectivement, on sent que, cette figure de la sorcière, c'est pas tant la magie qu'il y a derrière qui la caractérise, c'est surtout cette soif et ce besoin d'indépendance qu'elle exerce à partir du moment où, assez paradoxalement, elle se retrouve en exil. Mm, mm. Et le côté effrayant de la figure de la sorcière n'est pas forcément gommé dans le roman. Je Mmh. suis en train d'y repenser, mais justement dans le dialogue qu'elle a avec Médée, il y a ça, elle essaie de la prévenir sur Médée, c'est très important. Je dis pas qu'il t'a jamais aimé, je dis juste que ce que tu as fait pour lui, ça l'a terrifié. Et maintenant qu'il a Mmh. peur de toi, il va essayer de se débarrasser de toi parce que tes pouvoirs lui font peur. Et effectivement, enfin voilà, bon, Médée finit par se venger parce que globalement, enfin voilà, c'est quelqu'un, tu l'as lui fait à l'envers, elle brûle ton appart immédiatement. Bon, dans ce cas, quasi littéralement, puisqu'elle incendie un Oui. palais quand même. Euh, mais mais c'est effectivement une. Est-ce déjà une trace du don de prophétie de Circé? Je ne sais pas. La fin du roman est beaucoup plus optimiste que ce qu'on croit. Mais c'est vrai que, contrairement par contre à Amédée, Pasiphae, c'est tout le contraire. Elle a vraiment su visualiser, mais de façon très nette, à quel point, justement ses pouvoirs effrayaient et du coup en tirait un certain pouvoir finalement puisque, elle le dit dans la confrontation qu'elle a à un moment donné avec, Circé que, son pouvoir lui permet en fait, plus ou moins de mener son mari par le bout du nez parce que son Mm. mari est terrifié en fait Oui. par Pasiphae, ce qu'on comprend tous. Mm. Et c'est marrant aussi de voir le rapport de ces différentes femmes avec leurs dons de sorcellerie et comment elles peuvent soit en tirer du pouvoir, soit au contraire, malheureusement, en être victimes. Mm. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. C'est ainsi que se termine ce numéro de notre podcast. Nous espérons qu'il vous aura plu. Nous vous invitons bien sûr, blablabla, abonnez-vous, blablabla, la cloche. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Quelle lecture avez-vous fait du roman? Est-ce que vous aussi, vous pensez que Circé dans ce roman est une chouineuse? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez été ému par la trajectoire de cette femme courageuse et abîmée par la vie? Euh, Faites-nous part de vos contributions. Nous nous retrouverons, je l'espère, encore une fois avant la fin de l'année. Et en attendant, portez-vous bien, lisez et écrivez et faites des trucs.